Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Il est des meurtres dont la violence défie à tel point l'imagination qu'elle marque d'un souvenir indélébile tous ceux qui y ont fait face. Il en est ainsi du meurtre de Brigitte Grenier, adolescente de 16 ans, disparue dans la nuit du 23 juin 1990 et retrouvée le lendemain sur un chemin de campagne près de Rose Isle, au Manitoba, gisant à demi submergée dans un ruisseau. L'histoire de ce meurtre est pleine de rebondissements qui s'étendent sur plus de 15 ans. Et malgré tous les efforts déployés au fil de ces années, le doute règne encore. Le vrai coupable de ce crime odieux a-t-il été puni? Pendant plusieurs années, j'ai été reporter judiciaire pour la Free Press et je lisais toutes les transcriptions des interrogatoires et toute la documentation. Je regardais aussi les mêmes photos que le jury regardait, mais voir comment cette jeune femme était morte, comment elle avait été empalée avec des bâtons, c'est la seule fois où je suis retourné à mon bureau et j'ai pleuré. L'horreur de ce crime était à ce point. Personne ne devrait mourir de cette façon. On l'a trouvée nue. Elle avait été horriblement battue et brutalisée. Ces photos sont probablement les pires que j'ai vues de ma carrière comme avocate de la défense. Et depuis, je n'ai jamais rien vu d'aussi épouvantable. Et pourtant, rien ne prédisposait le petit village de Rose Isle, à 100 km au sud-ouest de Winnipeg, à être le théâtre d'un tel crime. Un ruisseau coule dans la région, le Pumpkin Creek. Je crois que c'était le premier festival annuel que les gens de la place organisaient, le Woodstick Folk Festival. D'après ce que j'en sais, c'était une fête ordinaire. Il y avait de l'alcool et il y avait de la drogue. Parmi cette foule, Brigitte Grenier est là pour passer un bon moment, comme tout le monde. C'était une jeune fille heureuse, amicale, sociable. Elle était présidente de l'école secondaire qu'elle fréquentait. Nous n'avons jamais eu de commentaires négatifs à son sujet. Elle était tout simplement une fille épatante. Pour les policiers, la découverte du corps de Brigitte Grenier pose un problème de taille. La jeune femme ayant disparu lors du festival Woodstick, c'est près de 300 personnes qu'il faut interroger pour commencer l'enquête. En attendant les conclusions de l'autopsie, certains éléments recueillis par l'équipe de la Gendarmerie royale du Canada permettent d'orienter l'enquête. En retraçant les derniers moments de Brigitte Grenier, le soir du festival, l'attention des enquêteurs se porte sur deux jeunes hommes. Timothy Houlihan, 17 ans, et Kyle Unger, 19 ans. Tous deux sont allés à la même école que la victime. Le plus âgé, Kyle Unger, n'est pas très populaire au village. Il a déjà eu affaire avec la police. C'était un type... oui, il avait des copains, mais il était plutôt solitaire. Et selon ce qui a été dit lors du procès, il ne cadrait pas avec les autres. Tim Houlihan vient d'une famille respectée du village. Il est du même âge que la victime et dans la même classe. Il était mince, pas très grand. Il avait l'air plus jeune que son âge. On lui aurait donné environ 15 ans. En fait, il avait vraiment l'air du petit gars d'à côté. La preuve a révélé que Tim a rencontré Mademoiselle Grenier au festival. Manifestement, ils se plaisaient et ils ont passé pas mal de temps ensemble pendant le festival. Plus tard dans la soirée, Brigitte et Tim s'éloignent des danseurs et entrent dans un petit bois, à l'écart du site du concert. Kyle était là avec un de ses amis, un type nommé John Beckett. Et je crois que lui et Beckett ont passé pas mal de temps ensemble au cours de la soirée. Kyle a avoué avoir consommé de l'alcool et aussi de la drogue. En fait, je crois me rappeler Kyle disant à son copain qu'il aimerait trouver des filles, rencontrer des filles et s'amuser. Cela semblait être l'objectif à atteindre
alors que la fête ralentissait pour lui et ne semblait plus satisfaire ses intérêts à ce moment-là. L'ami d'Unger, déjà assez ivre, le voit partir mais ne peut pas dire combien de temps il reste absent, peut-être 20 ou 30 minutes. Des témoins déclarent avoir vu Unger autour d'un autre feu de camp vers 3h30 du matin. Unger confie à son ami Beckett qu'il a vu Brigitte Grenier et un type faire l'amour dans les bois. D'autres témoins affirment avoir vu Houlihan à environ 4h du matin. Son visage est couvert de boue et d'égratignures. Il a du sang sur le menton. Unger et Beckett quittent le festival autour de 4h30 du matin. Les enquêteurs continuent à interroger les témoins du festival. Ils établissent que Carl Unger a été vu en train de parler à Grenier ce soir-là. Il est donc appelé pour être interrogé. Carl Unger a sa première rencontre avec les policiers. Il répond sans hésiter à toutes les questions, y compris à propos de Brigitte Grenier, dont il dit qu'elle était une bonne amie. Kyle a vraiment bien collaboré avec la police, même s'il n'avait pas d'avocat avec lui lors des premières rencontres. Et lorsqu'on lui a demandé de fournir un échantillon de ses cheveux, il a accepté, sans hésiter. Tous les témoins disent que Tim Houlihan est la dernière personne à avoir été vue avec Brigitte Grenier. Donc, ce n'est pas surprenant que la police veuille lui parler. Les enquêteurs contactent les parents de Tim, qui appellent immédiatement leur avocate. Ses parents ont communiqué avec moi. Il n'avait pas encore 18 ans à l'époque. Je suis donc allée rencontrer Tim et ses parents, puis nous nous sommes rendus au détachement de la GRC à Carmen et je l'ai présenté à la GRC. À ce moment-là, comme l'enquête en était à ses débuts, suivant mon conseil, il n'a répondu à aucune question et on l'a relâché. On lui a permis de rentrer chez lui et un jour ou deux plus tard, nous sommes retournés au détachement de la GRC. Dans les jours qui suivent, Houlihan donne des versions de plus en plus détaillées de ce qui s'est passé la nuit du crime. Dans un premier temps, il affirme avoir été attaqué par un inconnu alors qu'il était avec la victime et que sous la violence des coups, il a perdu connaissance. À son réveil, Brigitte avait disparu. Plus tard, les policiers, qui soupçonnent que Houlihan a peur de révéler l'identité de son agresseur, lui demandent s'il ne s'agirait pas de Carl Unger. Houlihan avoue que oui. Dans sa dernière déposition, Houlihan déclare qu'il n'a pas perdu connaissance et décrit le meurtre en détail. Tim a déclaré à la police que lui et Mademoiselle Grenier avaient eu une relation sexuelle consentie. Lorsqu'ils ont été interrompus par M. Unger, qui a attaqué Tim et a battu et tué Mademoiselle Grenier, puis a obligé Tim à l'aider à transporter le corps près du ruisseau. Bien qu'il se soit présenté comme une victime, Tim Houlihan n'est pas en meilleure posture que Carl Unger aux yeux de la police. Disons que vous les avez tous les deux devant vous et vous vous demandez qui a commis ce crime. Vous voyez une personne qui est correcte et l'autre personne a tout l'air de quelqu'un qui s'est bagarré, couvert de boue, d'égratignures, etc. Bien, c'est Tim Houlihan. Mais en fin de compte, les deux sont inculpés sur la base des résultats de l'enquête. 5 jours après le meurtre, Carl Unger et Tim Houlihan sont tous deux arrêtés et accusés de meurtre au premier degré. La conclusion rapide de l'enquête pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Quelles sont les probabilités? À mon avis, logiquement, que deux personnes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent par hasard, que ces deux personnes soient si méchantes, bien qu'elles ne se connaissent pas,
qu'elles aient ce trait commun leur permettant de perpétrer les atrocités commises sur Mademoiselle Grenier. Comment pouvez-vous imaginer un tel scénario, à moins d'écrire un roman policier? Le médecin légiste en chef de la province du Manitoba, Dr. Peter Markestein, procède à l'autopsie du corps de Brigitte Grenier. Les conclusions de ce rapport scientifique aideront-elles à tirer cette sordide affaire au clair? Le 24 juin 1990, une petite communauté rurale du sud-ouest du Manitoba découvre qu'un meurtre atroce a eu lieu au cours de la nuit précédente. Alors que près de 300 jeunes gens s'amusaient en écoutant de la musique rock et folk, Brigitte Grenier, une jeune femme de 16 ans, subissait des sévices indescriptibles dans un bois non loin de là. Son corps, nu, empalé et roué de coups, est retrouvé à moitié immergé dans un ruisseau. 2 jours après la découverte du cadavre, le corps de Brigitte Grenier arrive à l'hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. Le bureau du médecin légiste a la charge d'enquêter sur la mort. Nous n'enquêtons pas sur le crime, nous enquêtons sur la mort. Le docteur Markestein, médecin légiste en chef de la province, procède à l'autopsie. Nous examinons soigneusement chaque millimètre du corps et nous prélevons la preuve, si nous la voyons. Le corps est entièrement photographié et documenté. Comme je l'ai mentionné, pour la présence d'ecchymoses, de déchirures, de coupures. Nous examinons les mains. Nous examinons tous les orifices du corps. Nous effectuons aussi des frottis de routine. Nous prélevons aussi des échantillons de cheveux, tant ceux de la victime que ceux qui pourraient appartenir à l'assaillant, si assaillant il y a, ou arrachés du corps, s'ils sont lâches et sur l'assaillant. En somme, c'est une sorte de comparaison entre assaillant et victime. L'une des tâches du médecin légiste est de déterminer la cause du décès. Le corps a été trouvé dans l'eau. Lorsqu'un corps est trouvé dans l'eau, nous devons tenter de déterminer si la personne s'est noyée ou si la personne était morte avant d'être submergée ou alors qu'elle était submergée dans l'eau. Cependant, certains indices révèlent au docteur Markestein que la noyade n'est probablement pas la cause de la mort de Brigitte Grenier. Il n'y avait pas d'eau dans ses poumons, pas du tout. Ils avaient un poids normal et ne montraient aucun signe, même au microscope, d'inhalation de corps étrangers. Elle portait des ecchymoses en forme de doigts sur le corps et autour du cou, compatibles avec le bout des doigts associés à des signes d'un possible étranglement. La partie externe du corps présentait une rougeur sur les joues que l'on constate dans les cas d'étranglement avec les marques de doigts. Et lorsque nous avons examiné l'intérieur du corps, nous avons constaté la fracture de l'os de la langue, ce qui est caractéristique, enfin, presque, mais pas toujours, dans les cas d'étranglement. Tout cela, mis ensemble, formait un portrait d'asphyxie. J'en suis venu à la conclusion, au terme de l'autopsie, que l'asphyxie était la cause de la mort, fort probablement due à la forte pression manuelle exercée sur le cou. Dans sa longue carrière de médecin légiste, le docteur Markestein avoue qu'il n'a jamais vu pire exaction commise sur un corps. Le corps était nu, couvert de boue séchée au moment où j'ai pratiqué l'autopsie. Et le corps présentait des signes d'agression commise avec des bâtons. Ce qui était plutôt vraiment horrible à voir. Le docteur Markestein distingue 2 types d'armes. Un gourdin de bois, probablement un morceau de 2 par 4, pour les coups externes, et des bâtons plus minces pour l'empalement. Des blessures graves avaient été causées par des bâtons,
qui avait été introduit dans le corps, provoquant des hémorragies des deux côtés. Une autre caractéristique de l'état du corps est la présence, déjà remarquée par les policiers, de morsures profondes à plusieurs endroits. Nous avons trouvé 3 blessures de forme elliptique, des blessures présentant une forme. En d'autres mots, elles avaient une forme précise, comme une clôture en latte par exemple, ce qui est tout à fait compatible avec des morsures. Une dentiste médico-légale est appelée à l'autopsie pour examiner les morsures. Des photographies sont prises pour pouvoir les comparer avec les empreintes dentaires des suspects. À l'issue de l'autopsie, le docteur Markestein peut affirmer avec certitude que Brigitte Grenier a été assassinée par étranglement. Il y a très peu de preuves qui puissent identifier le suspect. Par contre, cette information corrobore partiellement la version des faits de Houlihan. La seule nouvelle piste concrète à cette étape est donc celle des morsures. Cette piste permettra-t-elle de révéler l'identité de l'agresseur? Par une belle nuit de juin, dans la campagne manitobaine, lors d'un festival de musique, une jeune fille est assassinée avec une rare violence. Après une courte enquête, la police arrête les 2 jeunes hommes sous le chef d'inculpation de meurtre au premier degré. Kyle Unger est incarcéré au centre de détention provisoire pour adultes et Tim Houlihan à celui pour les mineurs. Suite à l'autopsie, la police a en sa possession une empreinte des morsures relevée sur le corps de la victime. Il demande une empreinte dentaire des 2 accusés. Unger collabore avec les policiers. Il a volontairement fourni une empreinte dentaire afin qu'on puisse procéder à une comparaison scientifique avec les morsures observées sur le corps. Houlihan n'a jamais fourni d'empreinte dentaire. À cette étape, sur mon avis, il a refusé de le faire, principalement parce que l'enquête en était à ses débuts. Nous étions dans le brouillard et nous voulions garder toutes les portes ouvertes. À l'époque, il n'y avait pas d'obligation légale de fournir ce type d'échantillon. Empreintes dentaires, sang, etc. Par suite de nombreux cas, cela a changé et maintenant la police peut obtenir un mandat et se procurer les échantillons dont elle a besoin. Il faut vous rappeler aussi que l'ADN en était à ses premiers balbutiements. Et c'est seulement lorsque l'ADN est devenu très sophistiqué que l'obtention d'un simple échantillon de sang s'est avérée utile aux fins de l'analyse de l'ADN. La dentiste médico-légale se retrouve donc avec une seule possibilité de comparaison, l'empreinte d'Unger. Elle procède à l'analyse et donne ses conclusions pendant l'enquête préliminaire. Cependant, la formulation qu'elle utilise est déclarée tendancieuse par le juge. Le docteur Markestein cherche donc un autre expert dentaire pour témoigner au procès. Les marques de morsure ne sont pas, pour le moment, une preuve concluante. Tim Houlihan, en détention provisoire, fait une demande de libération conditionnelle. Lorsqu'il a finalement été transféré à un tribunal pour adultes, il a été placé en détention. Nous avons ensuite fait une autre demande de mise en liberté sous caution au tribunal pour adultes et il a été libéré sous caution. Comme Houlihan, Unger ne reste pas très longtemps en détention provisoire. L'accusation de meurtre au premier degré est retirée par manque de preuves. Après sa libération, les policiers apprennent que Kyle Unger s'est confessé à un autre prisonnier, Jeffrey Cohen, pendant qu'il était en détention provisoire. Il avait un casier judiciaire assez bien étoffé et il était alors en attente sous différents types d'accusations. Si j'ai souvenir, Jeffrey Cohen, vous savez, il est venu le jour où les accusations contre Kyle Unger ont été abandonnées après l'enquête préliminaire. M. Cohen a prétendu que de retour à sa cellule, il avait dit « Vous savez, je l'ai tué et je m'en suis tiré. » Cohen s'est arrangé pour en informer les autorités. Pour l'accusation, le témoignage de Cohen, même ajouté au témoignage de Tim Houlihan, n'est pas suffisant pour motiver un nouveau procès contre Kyle Unger. Cependant,
la présomption de culpabilité contre lui est jugée assez forte pour que les enquêteurs décident d'avoir recours à une opération d'infiltration. Cette nouvelle technique a été développée au début des années 90 par la GRC de Vancouver. L'opération avec Kyle Unger est la première jamais menée au Manitoba. Que ce soit parce que c'était la première opération du genre qui leur était autorisée, avec les budgets et tout, cela démontre aussi probablement à quel point la GRC était convaincue que Kyle Unger avait participé à cet homicide. Quand il a été relâché, ils ont conclu qu'il y avait suffisamment de preuves. Alors allons chercher ces preuves, et la façon d'aller les chercher, c'est d'obtenir une confession. Alors allons-y avec une opération d'infiltration. Presque un an après le crime, le 13 juin 1991, la Cour autorise l'interception des communications verbales privées de Kyle Unger et leur enregistrement. L'opération d'infiltration commence le jour même. Évidemment, c'était des agents de la GRC, mais les agents assignés à l'opération étaient du Québec. Parce que la dernière chose que vous voulez est que votre agent se fasse interpeller par un passant. « Bonjour, sergent », alors qu'il fait de son mieux pour persuader Kyle Unger de se joindre à un gang. Non, c'est vraiment pas souhaitable. Les agents d'infiltration, Petit Larry et Gros Larry, jouent respectivement le rôle d'un gangster et de son patron. Pendant une semaine, ils s'efforcent de gagner la confiance d'Unger. Ils lui font comprendre qu'ils l'aiment bien et qu'ils voudraient l'aider à faire partie de l'organisation. On cherchait à l'impressionner en mettant bien en évidence de grosses liasses de dollars alors qu'on payait pour un repas au restaurant, par exemple. Et il a marché. Il s'est vu riche, il s'est vu en possession de grosses sommes d'argent. Après l'enquête préliminaire, ce garçon ne pouvait trouver du travail parce qu'il était Kyle Unger, celui qui, pour ainsi dire, avait réussi à se sortir de l'accusation pour meurtre. Pour ce garçon, c'est l'occasion rêvée qui lui est offerte par ses agents très sophistiqués. Il était alors plus que vulnérable. Et encore une fois, il a mordu à l'hameçon, il a tout gobé. Kyle Unger raconte aux agents d'infiltration à plusieurs reprises qu'il a été emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Le 22 juin 1991, Kyle Unger rencontre Petit Larry à l'appartement de Gros Larry. Leur objectif est d'obtenir une confession d'Unger. Alors ils ont convenu de lui présenter une fausse copie du journal Winnipeg Sun dans lequel se trouve un faux article portant sur l'anniversaire de la mort de Mademoiselle Grenier et décrivant le meurtre. Ils se sont évidemment servis du journal pour la pâter. « Kyle, as-tu vu le journal ? Tu voles la vedette, tu es une étoile, regarde ça. C'est ce que tu as fait, tu dois être aux anges, ce que tu dois être fier. Tu dois être comme ça. » Petit Larry a prévenu Unger, soucieux de faire bonne impression, qu'il est essentiel qu'il ne cache rien à son patron. Il lui laisse entrevoir que oui, tu peux faire de l'argent par le truchement de notre organisation. Et nous serions bien contents que tu te joignes à nous. Mais pour faire partie de notre groupe, nous devons avoir la certitude de ta loyauté, et pour nous, la seule façon de nous en assurer, c'est que tu avoues un crime que tu as commis. Très tôt dans la discussion, Gros Larry aborde la question du meurtre qu'Unger aurait commis. Il lui affirme que ce n'est pas un problème pour lui, au contraire. Dans cette conversation et dans d'autres qui suivent, Gros Larry insiste auprès d'Unger qu'il doit être en mesure de lui faire confiance. Unger, d'abord avec hésitation, puis avec enthousiasme, avoue le meurtre de Brigitte Grenier. Dans ses nombreuses discussions avec les deux Larry, il maintient qu'il a agi seul. Kyle a déclaré avoir tué Brigitte Grenier. Il leur a essentiellement montré l'endroit où cela s'est passé et il a décrit comment il l'a tué. Et le tout a été enregistré. La description de l'attaque et de l'étranglement de la victime correspond aux preuves rassemblées par la police. Mais au cours des conversations qui suivent, il décrit certains détails qui ne correspondent pas à la preuve. Il prétend avoir jeté les bâtons ayant servi à empaler la victime, alors qu'ils étaient encore dans le corps quand il a été retrouvé. Il dit que le crime a eu lieu près d'un pont, alors que celui-ci n'était pas encore construit. Le 25 juin 1991, Unger est de nouveau arrêté et accusé de meurtre au premier degré. La police et le procureur étant convaincus que le meurtre a été commis par les deux suspects, Tim Houlihan est également arrêté.
Le procès conjoint des deux accusés est prévu pour janvier 1992. La situation est pour le moins inhabituelle. Alors que généralement deux suspects faisant face à une accusation commune rejettent la responsabilité l'un sur l'autre, ce n'est pas le cas dans cette affaire. Houlihan prétend que le meurtre a été commis à deux, lui-même ayant été forcé par Unger. Et Unger clame qu'il a commis le meurtre tout seul. Est-il possible, dans ces conditions, que le meurtre ait réellement été commis conjointement? Le juge instruira-t-il deux procès séparés, comme le souhaitent les avocats des deux accusés? Juin 1990. Deux jeunes hommes d'un petit village de campagne au Manitoba sont arrêtés pour le meurtre de Brigitte Grenier, une jeune fille de 16 ans. Le crime, perpétré avec sadisme, choque la communauté. Par manque de preuves, les accusés sont relâchés. Une opération d'infiltration permet d'obtenir les aveux de l'un des suspects, Kyle Unger. Mais celui-ci prétend avoir commis le crime seul, alors que son co-accusé, Tim Houlihan, l'incrimine directement. Finalement, le procès conjoint s'ouvre début février 1992. Face aux deux avocats de la défense, il y a un adversaire redoutable, le procureur George Dangerfield. À l'époque, au milieu des années 80 et au début des années 90, George Dangerfield était le plus éminent procureur de la couronne au Manitoba. S'il s'agissait d'une cause mineure, George Dangerfield n'était pas là. Mais s'il s'agissait d'une cause importante, George Dangerfield était toujours le procureur de la couronne. Il a fait sienne la théorie du meurtre commis par deux personnes présentées par la police. Règle générale, la couronne préfère un seul procès pour des co-accusés. Il y a une présomption à l'effet que deux personnes impliquées dans un meurtre doivent subir un même procès. Cela procure aussi un certain nombre d'avantages stratégiques à la couronne, parce que cela provoque une défense sans merci, où les deux accusés finissent par s'accuser mutuellement. Et c'est précisément ce qui est arrivé ici. Tandis que les déclarations de Tim ne peuvent être utilisées à l'encontre d'Unger, et même si le jury en est informé, c'est difficile pour des gens ordinaires de faire abstraction du fait qu'un des co-accusés a pointé l'autre du doigt en rapport à ce qu'il a déclaré. Dangerfield a donc mis en place un plan qui va lui permettre, du moins il l'espère, de faire condamner Houlihan et Unger. Conscient des défis qui l'attendent, l'avocat de la défense de Kyle adapte sa propre stratégie et appelle son client à la barre pour le faire parler. La perspective d'être le premier à l'attaque me plaisait vraiment, parce que j'étais convaincu d'avoir la bataille la plus difficile à livrer. Je voulais m'assurer que le jury comprenne bien ma version du nombre extraordinaire de contradictions entre les déclarations de Kyle Unger à la police et les preuves tangibles sur la scène du crime. Ce n'était que fanfaronnade et vantardise. Il tentait de se faire passer pour le type qu'on tentait de lui faire croire qu'il était, le genre de gars qu'il recherchait pour leur petite organisation criminelle. Tous les efforts de Pinks visent à influencer la façon dont le jury réagira à la confession de Kyle Unger, enregistrée par la police à son insu. Je me souviens encore de son discours, et c'était horrible. Ce qu'il disait lui avoir fait, en particulier avec les bâtons. Il le décrivait avec tellement de précision. Il était comme un enfant surexcité qui ne peut rester en place alors qu'il décrivait ce qu'il lui avait fait dans ce langage épouvantable. Même si j'avais encore des doutes quant à sa culpabilité, j'étais convaincu qu'il ne l'avait pas tué et je pensais à quel point cela allait être difficile pour un jury de comprendre qu'une personne innocente puisse parler comme Kyle Unger le faisait. L'effet dévastateur de cette confession fait bien l'affaire de l'avocate de la défense, de Tim Houlihan, car elle lui permet de continuer à naviguer sous le radar de l'accusation. Brenda Kaiser, l'avocate de Tim Houlihan, ne fait pas témoigner son client. Le jury a entendu de la bouche de Kyle ce qui s'est passé, son histoire. Le jury n'a jamais entendu la version de Tim.
Sur d'autres fronts, Sheldon Pinks marque quelques points. Le Dr Sperber, un odontologue américain de renommée internationale, communique son rapport comparant les morsures trouvées sur le corps de la victime avec l'empreinte des dents de Kyle Unger. La discipline est connue sous le nom d'odontologie judiciaire. Il a brillamment expliqué pourquoi il a conclu que les morsures n'avaient pas été faites par Kyle Unger, ce qui nous amène évidemment à conclure qu'elles ont été faites par Houlihan. Qui d'autre aurait pu les faire? Malheureusement pour Unger, sur les conseils de son avocate, Houlihan a refusé de donner l'empreinte de sa dentition. Une victoire pour le camp d'Unger vient miner la base même de l'opération d'infiltration. Le témoignage de l'informateur, Jeffrey Cohen, au centre de détention préventive. Et c'est là que j'ai pris la balle au bond. Par miracle, je me suis souvenu que Cohen avait déclaré qu'Unger était revenu à sa cellule au centre de détention. Et donc, je me suis rappelé l'avoir vu sur une de nos chaînes de télévision locales alors qu'il sortait du palais de justice au 408 avenue York. Il n'était pas retourné à sa cellule au centre de détention préventive. Je me suis procuré ces films confirmant qu'il n'est pas retourné au centre de détention préventive, mais est sorti directement du palais de justice au 408 York. J'ai ensuite préparé un bref pour l'obtention des registres et nous avons démontré qu'il n'était jamais retourné à sa cellule. Les registres révèlent qu'il quitte pour le 408 York, mais rien montrant qu'il soit revenu. Il est clair que ce type avait inventé cette histoire en espérant réduire les accusations portées contre lui. Par contre, le témoignage d'un autre expert tourne au désavantage de Kyle Unger. Un cheveu qui avait été retrouvé sur le chandail porté par Brigitte Grenier est comparé au microscope à celui que Kyle Unger avait volontairement donné et est jugé identique. Comme vous pouvez le constater, l'examen microscopique se borne à la couleur, à la grosseur, j'imagine, et même à l'épaisseur. C'est une comparaison purement visuelle, laquelle est entièrement sujette à l'opinion de l'analyste. C'est ce qu'on appelait, nous, les avocats de la défense, la science de pacotille. Au plus, ce qu'on pourrait dire serait que cela se compare peut-être aux cheveux de M. Unger. Donc, la preuve des cheveux, si elle avait été bien présentée au jury, n'aurait pas dû, à l'époque, avoir autant d'importance. Une question de l'avocate de Tim Houlihan vient soudainement faire pencher la balance dans l'autre sens. Mais dans ce cas particulier, j'ai souvenir du témoin expert précisant une chose ou deux. La première a surgi en contre-interrogatoire. Madame Kaiser a demandé à l'expert « Quelle est la probabilité de la fréquence que ce cheveu appartienne à M. Unger ou appartienne à quelqu'un d'autre ?» La réponse « Oh, ce serait 1 sur 4500, que ce ne le soit pas. En d'autres termes, sur une personne sur 4500 autres personnes, nous pourrions trouver ce cheveu. » Voilà qui est bien différent que de dire simplement que c'est compatible. L'opinion émise devient beaucoup plus forte. Ce cheveu joue un rôle clé dans cette affaire, car il est la seule preuve physique qui relie Kyle Unger au crime. On avait trouvé quelques cheveux compatibles avec les cheveux de Tim sur ses vêtements, mais ça ne changeait rien étant donné qu'il avait admis avoir été en contact avec elle. Dans sa plaidoirie finale, Pinks clame avec grande vigueur que Kyle Unger n'a jamais eu de mobile pour le meurtre. Kyle Unger dit qu'il ne connaissait pas Tim Houlihan. Ils n'étaient pas amis. Alors, qu'est-ce qui aurait pu motiver Kyle Unger, même s'il est tombé sur eux par hasard dans le boisé, qu'est-ce qui l'aurait poussé à fureter? Aucune preuve n'a été présentée à l'effet qu'il la harcelait, la suivait, que des gens aient dû intervenir. Il n'y a rien à dire lorsqu'il s'agit de trouver un mobile à Kyle Unger, pour qu'il soit impliqué. Pour conclure,
Pinks ajoute que s'il y a un coupable, c'est Tim Houlihan. Et il égrène ses arguments. Houlihan est la dernière personne à avoir vu la victime en vie. Des témoins ont constaté qu'il était couvert de boue, d'égratignures et de sang après le crime. Il a refusé de donner une empreinte de sa dentition. Il n'a pas témoigné au procès. Pour toutes ces raisons, Pinks affirme que le seul et unique meurtrier de Brigitte Grenier est Tim Houlihan. La sentence tombe. Unger et Houlihan sont tous deux condamnés pour meurtre au premier degré. Cela veut dire que vous êtes en prison pour le reste de votre vie, à moins que vous ayez la chance d'obtenir une libération conditionnelle après 25 ans. C'est toute la vie en prison s'il n'y a pas de libération conditionnelle. À l'issue de ce procès, Tim Houlihan et Carl Unger sont incarcérés. Mais, en l'absence de mobile et de preuves incontestables, les deux inculpés font immédiatement appel. Seront-ils libérés? Le 28 février 1992, Carl Unger et Tim Houlihan, deux jeunes gens d'un village de campagne au Manitoba, sont condamnés à 25 ans de prison ferme pour le meurtre de Brigitte Grenier, une adolescente du même village qu'eux. Immédiatement, les avocats des deux condamnés préparent leur appel. Sheldon Pinks présente son argument pour Carl Unger. Nous avons soutenu que le verdict était déraisonnable, en ce qu'il ne pouvait être supporté par la preuve. Nous avons mis toutes les contradictions bien en évidence, la preuve matérielle et plusieurs contradictions entre la preuve matérielle et la confession de Carl Unger. Nous avons soutenu qu'elle était non fiable et remplie d'incitatifs, et qu'on ne pouvait certainement pas l'élever à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. Mais malheureusement, la Cour d'appel n'a pas accueilli nos arguments et son appel a été rejeté. De son côté, Brenda Kaiser obtient de meilleurs résultats. Il y avait un certain nombre de motifs d'appel. Ils impliquaient la plaidoirie enflammée du co-défenseur, le refus d'avoir des procès séparés, je crois, lorsque cela avait été demandé. Tim a été libéré avant que son appel soit entendu. Il est retourné vivre avec ses parents à Sperling, Manitoba, où il s'est trouvé du travail dans un atelier de mécanique. Puis, en attente de son deuxième procès ordonné par la Cour d'appel, le 20 juillet 1994, Houlihan se suicide. Il est amené à un hôpital de Winnipeg où il meurt à 21h15. Après coup, il est évident que le fait d'être en liberté sous caution, avec un verdict de meurtre au premier degré suspendu au-dessus de votre tête, et d'avoir été incarcéré dans une prison fédérale en attente de son appel, tout cela aurait été très stressant. Donc, en rétrospective, ce n'est pas très surprenant. Mais c'est quand même intriguant. Vous avez une personne qui vient de se voir accorder un nouveau procès afin de pouvoir clamer son innocence à l'univers. Puis il se suicide. Et cela vous amène à vous demander pourquoi le fait d'avoir un nouveau procès ne le rend pas heureux. Pourquoi? Une des conclusions qui s'offre à vous est qu'il a commis ce meurtre. Pendant près de 10 ans, Carl Unger purge sa peine en Colombie-Britannique, tout en continuant à clamer son innocence. En 2003, le système de justice du Manitoba réexamine plusieurs condamnations pour meurtre qui impliquaient des analyses de cheveux. Le cas de Carl Unger en fait partie. Le cheveu utilisé dans l'affaire Unger est envoyé avec un exemplaire de l'ADN d'Unger, un laboratoire spécialisé aux États-Unis. James Lockyer, un avocat spécialiste des erreurs judiciaires, offre de prendre la demande d'appel de Carl Unger. Le 15 septembre 2004, les résultats de la comparaison sont annoncés.
le cheveu trouvé sur le pull de Brigitte Grenier n'appartient pas à Kyle Unger. Lockyer tente maintenant de prouver qu'Unger a fait une fausse confession aux agents d'infiltration. Il se tourne vers l'autorité mondiale en matière de fausses confessions, le Dr Gisli Gudjonsson. Il rencontre Unger. Il note que des connaissances concernant le crime lui font défaut. Des informations spécifiques que seul le meurtrier connaîtrait. Gudjonsson conclut qu'il n'est pas recommandé de se fier à la confession obtenue par M. Unger durant l'opération d'infiltration. Lockyer découvre également que Jeffrey Cohen, l'informateur du centre de correction, avait cherché à être rémunéré pour sa confession, ce qui aurait dû immédiatement disqualifier la validité de son témoignage. Plus Lockyer fouille, plus il trouve un nombre alarmant d'informations qui auraient dû être révélées aux avocats de la défense lors du procès. Les règles de divulgation ont complètement changé depuis 20 ans. Maintenant, vous auriez un dossier complet. Vous auriez accès, à titre d'avocat, à tout ce qui pourrait être utile à votre cause. Que ce soit à votre client directement ou à quelque chose de négatif concernant un co-accusé qui pourrait indirectement être utile à votre cause. Vous auriez accès à toute cette information, ce qui était loin d'être le cas il y a plus de 20 ans. Et il y avait alors aussi moins d'attentes par rapport à ce que vous pouviez obtenir. En révisant les transcriptions d'interrogatoire des policiers, Lockyer découvre que ceux-ci, dans les premiers jours de l'enquête, privilégient la théorie que le meurtre a été commis par 2 personnes. Lors de son premier interrogatoire, on lui a dit « Raconte-nous une histoire. Ce qui s'est passé alors qu'il faisait l'amour avec Grenier. » Et une personne les surprend. Mais dans sa première déclaration, il ne sait pas de qui il s'agit. « Tu ne sais pas ?» demande le policier. « Je ne sais pas qui était cette personne. » Et par enchantement, dans la deuxième déclaration, M. Houlihan, après s'être peut-être fait poser certaines questions d'une manière suggestive, déclare soudainement « Ah oui, c'était Kyle Unger. » Une information tenue secrète qui est particulièrement choquante est l'implication présumée de Tim Houlihan comme un adorateur de Satan. Pas un mot de tout cela tout au long du procès. La couronne n'a jamais rien mis en preuve à ce sujet. Bien sûr, s'il avait été mentionné que Tim Houlihan était un adorateur de Satan, ce qui aurait pu mener au meurtre de Brigitte, nous en aurions parlé, nous l'aurions publié. Mais comme je vous le dis, nous n'avons rien entendu à ce sujet. Les enjeux satanistes ayant rapport avec M. Houlihan auraient pu nous amener à effectuer d'autres recherches, possiblement à embaucher un détective privé pour voir ce qui en était, et aussi voir s'il était membre d'une secte. Si les croyances en Satan de Tim Houlihan se confirmaient, cela remettrait en perspective le motif possible du meurtre de Brigitte Grenier. Et cela pourrait expliquer la perversité du crime. Je suis convaincu à 100% de l'innocence de Kyle Unger. J'ai la conviction absolue que c'est Tim Houlihan qui a commis ce crime. Il est probable qu'on ne saura jamais avec certitude qui a tué Brigitte Grenier. Kyle Unger a été exonéré par la justice et a retrouvé sa liberté après 14 ans passés en prison. Tim Houlihan a emporté son secret dans la tombe en se suicidant. L'eau a peut-être effacé des preuves, mais ça, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que le meurtre de Brigitte Grenier est si abject qu'aucune eau ne pourra jamais en laver la faute.
pas même celle de Pumpkin Creek.